nous allons poursuivre avec toujours dans le domaine artistique. Et je vais vous présenter Kenza Gernit. Kenza Gernit qui a fait Normal Sup, qui est aujourd'hui maîtresse de conférences en études théâtrales au laboratoire LIRA. Le laboratoire LIRA, c'est le laboratoire international de recherche en art au pluriel, qui fait partie de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et qui est aussi elle-même metteuse en scène. Et donc, déjà, merci Kenza de nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler d'un beau sujet, regarder les vieillesses à travers l'exemple du théâtre contemporain. Et en introduction, on pourrait dire que nos imaginaires, depuis notamment que nous sommes des collégiens, est très marqué par des figures théâtrales de personnes âgées qui sont souvent assez caricaturales, on pense par exemple à Harpagon qui est figé sur sa cassette, on pense au malade imaginaire pour rester dans notre domaine qui est complètement dérisoire et qui est totalement hypocondriaque. On peut penser aussi à des figures de la vieillesse dans la Commedia dell'arte où il y a des figures très grimaçantes, très caricaturales. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des mégères, donc des femmes âgées, donc double peine. Et puis, on se souvient aussi de belles figures beaucoup plus nobles. Mais en même temps, regardez dans le Cid, la figure très noble de Don Diègue, finalement, il est très affaibli, il se fait gifler, il est trop faible pour répondre et il est obligé de confier à son fils Rodrigue le soin de le défendre. Et c'est comme ça que tout part, en vrille, si j'ose dire. Et donc, toutes ces représentations, finalement, elles ont figé un petit peu aussi nos représentations sociales de la personne âgée à travers le théâtre. Et finalement, ces images ont renforcé certainement, inconsciemment ou consciemment, les biais agistes de notre société. Et donc, la question que j'aimerais poser à Kenza, c'est est-ce que le théâtre contemporain va permettre de modifier ce biais agiste? Est-ce qu'on peut compter sur la scène théâtrale contemporaine pour regarder différemment la vieillesse ou, comme l'indique le titre de ton intervention, les vieillesses? Merci beaucoup. Et merci. D'abord, je tiens à dire que je suis très heureuse d'être là. Je disais à Isabelle au déjeuner que j'ai pas si souvent l'occasion dans mon métier de sortir de l'université et de participer à ce genre de rencontres. Alors que justement, et je vais avoir l'occasion de le redire, le théâtre touche spécifiquement à ce qui est au cœur de la cité. Donc merci Isabelle et à Gérondif pour votre invitation. Et je suis donc d'autant plus heureuse d'avoir l'occasion de le faire avec vous pour parler des vieillesses, qui est un sujet qui m'occupe maintenant depuis plusieurs années. Donc, peut-être la première question qui se pose, c'est peut-être que vous vous êtes posé, c'est de savoir pourquoi une chercheuse en théâtre, en études théâtrales, vient vous parler des vieillesses. Peut-être même que certains d'entre vous ignoraient avant aujourd'hui qu'il existait des chercheuses en études théâtrales comme discipline indépendante, et notamment indépendante des lettres. Et donc, mon travail, comme j'ai commencé de le dire, c'est justement d'observer, d'analyser la manière dont le théâtre, à un temps T, représente, met en récit, met en image, la société qui lui est contemporaine. En particulier, et c'est sa fonction depuis très longtemps, ça remonte à la tragédie grecque, comment le théâtre expose, sous le regard de la communauté, les tabous, les contradictions, les divisions qui peuvent traverser le corps social. Et donc, pour toutes ces raisons que je viens de dire, le théâtre apparaît très souvent comme un formidable baromètre, voire comme un formidable sismographe de la société dans laquelle il est produit. C'est-à-dire qu'il va venir enregistrer les mouvements souterrains qui la traversent, enregistrer et puis souvent les magnifier à la manière comme une loupe un peu particulière, je vais y revenir, ce qui nous permet de les regarder et puis dans un deuxième temps de nous y regarder. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui et la raison pour laquelle je suis là, c'est qu'il y a quelques années, on a observé un phénomène nouveau au théâtre qui est qu'on a commencé à voir se multiplier les spectacles
de théâtre qui prenait pour sujet le grand âge et la fin de vie. Donc, plus ce que tu racontais, Isabelle, d'un personnage, souvent effectivement caricatural, mais carrément le sujet entier du spectacle. Et en fait, il y a eu plusieurs phases que je vais tenter de vous raconter, de vous résumer. Je situe le début de tout ça en 2011, où il y a un premier spectacle fondateur sur le sujet, et donc une première phase qui nous emmène de 2011 à 2019 à peu près, moment de la crise du Covid, à partir de laquelle, là, on va vraiment voir se multiplier de manière tout à fait exponentielle ces spectacles, c'est-à-dire que moi, de 2019 à 2022 à peu près, je voyais un spectacle par semaine sur le sujet. Et puis, depuis 2022, disons à peu près, une troisième phase, on voit de nouveau un petit peu moins de spectacles, mais des spectacles qui ouvrent de nouvelles perspectives sur la manière dont on regarde les vieillesses. Donc, pour commencer, ces spectacles choc fondateurs, lorsqu'on parle de la représentation des vieillesses au théâtre, qui est intitulé sur le concept du visage du Fils de Dieu. C'est un metteur en scène italien qui s'appelle Romeo Castellucci qui a fait ce spectacle. Et c'est un spectacle qui a fait couler beaucoup d'encre, pas directement à cause de la représentation du corps vieux, mais à cause de la représentation du Christ dans le spectacle. Et vous allez le voir, il me semble qu'en fait tout ça est assez lié. Je vous raconte le spectacle et je vous montre quelques images. Alors, donc, dans un décor d'une blancheur immaculée, vous le voyez, on découvre un fils quadragénaire qui est sur le point de partir au travail et son vieux père qui est devenu incontinent. Et donc, sous nos yeux, sous les yeux des spectateurs et des spectatrices, le vieillard est pris de crises de diarrhée à répétition qui sont représentées de manière extrêmement réaliste. Et en fond de scène, vous l'avez sous les yeux, on découvre la reproduction d'un Christ bénissant. C'est un tableau de la Renaissance d'un Italien qui s'appelle Antonello da Messina. Et Romeo Castellucci, le metteur en scène, a opéré un recadrage sur le visage du Christ, reproduit en immense, et qui donc nous regarde. Pendant la première partie du spectacle, le fils patiemment nettoie son père, le change, le rassure. Au terme, cependant, de la 4e crise d'affilée, il cède un temps à la colère et on va aller le voir se réfugier auprès de l'immense toile au son d'une prière. À ce moment-là, le spectacle bascule dans une autre dimension. Le vieil homme qui était sorti de scène réapparaît armé d'un bidon empli de peinture brunâtre qu'il va déverser sur scène. La scène, vous voyez, qui est recouverte d'un drap blanc, agrangé, et puis ensuite qu'il va déverser sur lui-même. Vous l'entendez peut-être, ou vous le voyez, avec ce spectacle, Romeo Castellucci nous confronte directement à une image de la déchéance physique, d'ordinaire caché. Je vous rappelle qu'on est en 2011, donc avant le dernier, le plus récent scandale des EHPAD notamment. Et avec l'image du bidon, on voit comment ce metteur en scène construit comme un avertissement aux spectateurs, l'avertissant du danger pour nos sociétés d'un possible retour du refoulé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette image du vieillard terroriste, armé de son bidon, qui asperge la scène de liquide brunâtre, résonne avec une scène que décrira bien plus tard le journaliste Victor Castanet dans son enquête sur les EHPAD, qui raconte cette histoire d'un vieil homme atteint d'Alzheimer, qu'une aide-soignante un peu dépassée enfermée dans sa chambre pour pouvoir s'occuper des autres, et qui, de rage, a tapissé les murs de sa chambre des excréments dont sa couche débordait. Alors, je vous le disais, c'est intéressant parce que ce spectacle a fait couler beaucoup d'encre, et en fait, la raison, c'est que plusieurs associations, notamment des associations de catholiques intégristes, ont demandé l'interdiction du spectacle au motif qu'il était blasphémateur, qu'il s'en prenait au visage du Christ. Donc j'espère que vous avez compris avec ma description un peu sommaire que, loin d'être blasphémateur, il s'agissait en fait plutôt d'une prière au Christ, d'un appel devant cette nouvelle forme de souffrance que peut constituer le grand âge. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que le spectacle a consisté à ce moment-là en quelque chose de l'ordre du tellement insupportable qu'il a fallu absolument l'interdire, et c'est allé très, très loin. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Le spectacle a été censuré. Les spectateurs se voyant par exemple à Paris empêcher l'accès
à la salle. Donc, spectacle fondateur, et je fais à présent un saut dans le temps pour arriver à cette période 2019-2022 qui correspond à la crise du Covid et à ses conséquences, où tout à coup il apparaît moins possible d'ignorer qu'il y a un problème avec la manière dont on traite nos vieux et plus généralement avec la manière dont on envisage le vieillissement de nos sociétés. Et donc à ce moment-là, sur les scènes, se multiplient des spectacles qui relèvent de ce qu'on appelle le théâtre documentaire. Le théâtre documentaire, c'est à peu près la même chose que ce que vous entendez dans film documentaire, c'est-à-dire un théâtre qui se nourrit du réel, de documents comme des entretiens, des archives, et plus généralement des recherches menées par les équipes artistiques sur les sujets qu'ils souhaitent traiter. C'est donc une période où les artistes de théâtre vont aller beaucoup en EHPAD. C'est comme si tout à coup, il y avait eu ce besoin d'aller voir dans ce lieu le plus clos, le plus retiré. On sait comment les EHPAD ont été peu à peu reculés, mis en périphérie des villes, des cités. Je ne reviens pas là-dessus. Mais donc, comme s'il y avait eu ce besoin d'aller voir, de remettre sur scène, surtout, donc en visibilité, sous les projecteurs, ce que nos sociétés avaient tout fait à la fois pour ranger et pour cacher. Et là, je vous renvoie aux travaux de Michel Foucault sur la notion d'hétérotopie, comme lieu autre organisé par la société pour gérer ce qui relève, selon le philosophe, à la fois de la crise et de la déviation, la vieillesse oisive étant considérée comme une déviation dans une société où la productivité est la règle. Donc les artistes vont en EHPAD, mènent des ateliers avec les résidents et les résidentes, et très souvent invitent ces résidents et ces résidentes sur scène. Et tout ce mécanisme de travail documentaire a des conséquences à la fois esthétiques et éthiques. Je vous en donne simplement 2 exemples rapidement. Au mois de février 2022 d'abord, vous avez un metteur en scène cette fois britannique qui s'appelle Alexander Zeldin, qui est connu pour son travail sur des questions plutôt politiques et sociales, qui présente à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, Une mort dans la famille, qui est un spectacle sur les dernières semaines d'une très vieille femme qui s'appelle Marguerite, qui est interprétée par la comédienne Christine Barrault, au moment de son entrée en EHPAD. Et donc, pour son spectacle, Zeldin réunit sur le plateau des comédiens professionnels encore en activité et qui approchent les 80 ans, et puis des amateurs et amatrices qui, eux, ont pour certains plus de 90 ans. Donc, il reproduit dans un décor, il reproduit l'EHPAD. Je vous montre quelques images. Et dans ce décor, le spectacle va évoquer certaines des problématiques qui ont surgi le plus récemment dans l'espace public, entre autres choses, les pratiques de rationnement de nourriture pour les résidents, le comportement parfois brutal de soignants un peu dépassés, le coût de la prise en charge pour les familles, le sentiment de culpabilité des personnes âgées, mais aussi le sentiment de culpabilité des aidants et des aidantes dépassés par la situation. Au même moment, en janvier 2022, une metteuse en scène française, Elsa Grana, crée au Théâtre Gérard Philippe un King Lear Syndrome, spectacle dont le personnage principal, cette fois, est un homme âgé qui se prend pour le roi Lear et qui va entrer en EHPAD. Donc, elle repart de la fable du roi Lear, on n'en a pas parlé, de cette autre grande figure âgée du théâtre, de l'histoire du théâtre. Là, on est dans le spectacle d'Elsa Grana. Et elle transpose la fable du roi Lear dans un contexte contemporain, en posant la question de la vieillesse perçue comme un poids et dont on veut à tout prix se débarrasser. Je vous rappelle rapidement que dans le roi Lear, le souverain qui sent ses vieux jours arriver décide de partager son royaume entre ses 2 aînés, je vais vite, et il leur demande en échange de l'accueillir, lui et sa suite, chacune une partie de l'année. Or, ces aînés, Gonril et Regan, si elles acceptent bien volontiers leur part du royaume, rechignent quand il s'agit d'accueillir leur père et se renvoient l'une à l'autre ce qu'elles considèrent comme un fardeau. On retrouve ce genre d'échange dans King Lear Syndrome, modernisé, mais qui reprend les enjeux qui sont déjà au cœur du dialogue shakespearien. Si je résume, les vieux ne savent pas se gouverner eux-mêmes et dans une société qui valorise la force et la jeunesse, ils sont inutiles. Alors, pourquoi est-ce que je vous disais que ça pose des questions à la fois esthétiques et éthiques ? Je n'ai pas du tout le temps de développer, mais je vous donne des pistes de réflexion et si vous voulez, on en reparle pendant notre discussion. D'abord,
il faut en même temps saluer le fait que tout à coup, on voit les EHPAD, et notamment ce qui se joue à l'intérieur, en dehors des moments de visite. Mais en même temps, on voit avec l'exemple de ces 3 premiers spectacles que l'intérêt du théâtre contemporain pour les vieillesses passe encore beaucoup à ce moment-là par la représentation de personnes malades, séniles ou dépendantes. Et je trouve ça très significatif que pendant 2-3 ans, la manière dont le théâtre va adresser ces questions, ça va être par une sorte de variation scénographique autour de l'EHPAD, comme si tout à coup, on ne pouvait plus dissocier la vieillesse des vieillesses en institution. Là, je vous en ai montré que 2, mais je parle de dizaines de spectacles qui reproduisent comme décor les EHPAD. L'autre question que j'ai encore moins de temps de développer, c'est la manière dont on traite les amateurs et les amatrices âgées, qu'on sort des EHPAD, qu'on met sur scène. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il en advient après ? Et par exemple, là, je vous ai donné 2 exemples de spectacles qui ne vont pas du tout traiter la question de la même manière. Là aussi, si vous voulez, je développe après. Donc ça, c'est quelques-unes des questions qui ont commencé à se poser en même temps que le théâtre contemporain commençait à s'intéresser aux vieillesses et à leur représentation. Depuis 2022, je vous le disais, la frénésie de représentation est un peu retombée. On n'est plus vraiment un spectacle par semaine, mais on continue à avoir chaque année un certain nombre de spectacles sur les vieillesses. Et ces spectacles, pour certains d'entre eux, apportent avec eux à la fois de nouveaux thèmes et de nouvelles représentations. Pour cette dernière période, je prends aussi comme exemple 2 spectacles qui ont eu lieu au Festival d'Avignon 2024, donc c'est très récent. Vous le savez peut-être, le Festival d'Avignon, qui a lieu chaque année en juillet, est un des moments les plus importants de l'année pour le théâtre contemporain, qui apparaît à la fois comme un miroir de ce qui est en train de se passer sur les scènes et comme une annonce de la saison à venir. Or, en 2024, sont présentés la même année et même la même semaine 2 spectacles dans la programmation officielle qui mettent en scène des personnes âgées, spectacles en plus de 2 metteurs et metteuses en scène les plus influents de ces dernières années. D'un côté, vous avez un spectacle intitulé « La vie secrète des vieux » de Mohamed El Khatib, metteur en scène qui vient plutôt de la veine documentaire dont je viens de parler. Et puis, de l'autre, vous avez un spectacle intitulé « Démon » de l'espagnole Angélica Lidl, qui, elle, est plutôt une héritière du théâtre de Romeo Castellucci, plutôt en dialogue avec l'histoire de l'art et les thèmes religieux. Dans La vie secrète des vieux que vous avez derrière moi, Mohamed El Khatib s'attaque à un nouveau tabou, qui est celui de la sexualité des personnes âgées. C'est aussi un metteur en scène qui est allé travailler en EHPAD. Il est même à l'origine, avec une romancière et plasticienne qui s'appelle Valérie Mréjean, d'un centre qui s'appelle les Blés d'Or, et qui est un lieu à la rencontre entre l'EHPAD et le centre d'art. Et dans ce lieu, mais aussi à l'occasion d'ateliers qu'il est allé mener auprès de personnes âgées, il est allé recueillir leurs paroles, les interrogeant très directement sur leur vie sexuelle, passée mais surtout présente. Et ce sont des amateurs, en tout cas elles sont présentées comme des amateurs, qui sur scène viennent raconter à un public étonné, voire amusé, leurs histoires d'amour, mais surtout leurs désirs et leurs fantasmes. Donc on voit en même temps qu'on sort de la représentation de la vieillesse comme âge de la maladie ou de la sénilité, et puis que le théâtre fait encore une fois son office de révélateur de tabous, cette fois plutôt du côté de la pulsion de vie. J'avance un tout petit peu et pour vous parler de ce dernier spectacle, c'est-à-dire que face à ce spectacle plutôt léger sur la sexualité, l'amour, qui est joué en plus dans le registre de la comédie, on chante, on danse sur scène, Angélica Lidl, dans Démon, qu'elle présente dans la cour d'honneur du Palais des Papes, va elle offrir une charge assez violente contre ses contemporains et ses contemporaines qui, selon elle, continuent à refuser de regarder la vieillesse en face. Et dans ce spectacle, elle va conjuguer un discours assez cru sur ce qui nous attend tous et toutes, un discours sans voile sur la réalité de ce qu'est aujourd'hui l'extrême vieillesse, en particulier dans nos sociétés qui la maltraitent, et des images qui donnent à voir autrement les vieillesses, qu'elle arrive non seulement à particulariser, mais aussi à recharger de puissance. Donc elle fait plusieurs choses. D'abord, elle convoque sur scène des amateurs et amatrices âgés qui ont entre 70 et 90 ans, mais elle se donne elle-même à voir, et vous le voyez sur les photos derrière moi, elle est souvent nue, comme femme vieillissante. C'est elle qui le dit, hein. Ça fait partie du texte du spectacle, alors qu'elle vient d'avoir 60 ans.
Donc, elle donne à voir la multiplicité des âges de la vieillesse, nous rappelant à quel point la vieillesse est un continuum plus qu'un âge déterminé de la vie. Et d'ailleurs, dans une scène assez poignante, à la fin du spectacle, où elle est assise à côté d'un cercueil, elle répond à un tout jeune enfant qui est venu lui demander « Quand est-ce que je vais mourir ?» Elle lui répond « Toujours, toujours ». Donc, cette idée que nous sommes tous et toutes toujours en train de mourir transforme la vision que nous avons de la vieillesse comme âge autre, qui ne nous concernerait pas avant que nous y soyons. Et puis, dans une séquence extrêmement puissante du spectacle, les amateurs âgés se mettent à pousser leur propre fauteuil roulant. Donc, ils sont debout derrière les fauteuils, les rassemblent au centre de la scène et exécutent ensemble une ronde assez joyeuse autour de ces fauteuils, comme en une immense célébration des ressources insoupçonnées de leur corps vieux. Et donc là, on voit comment le théâtre peut remplir encore une autre fonction, c'est-à-dire non seulement nous faire voir ce que l'on ne veut pas voir, ça c'était Castellucci, mais nous faire voir ce à quoi on n'avait même pas pensé. Là, en l'occurrence, des vieux, acteurs de leur déplacement, capables, qui se relèvent et qui célèbrent. On est du côté de la fête, comme vous le voyez sur la dernière image. Donc, pour finir, ces dernières années, les vieillesses et le travail autour de leur représentation ont mis en lumière, à mon sens, au moins 3 fonctions essentielles du théâtre que j'essaie de vous résumer. La première, c'est révéler ce qui doit rester caché, le tabou. La deuxième, c'est le travail d'enquête qui relève de cette veine documentaire dont je vous ai parlé. Et la troisième, c'est imaginer d'autres possibles. Et vous voyez, on ne s'était pas consulté avant avec Barbara Cassin, mais on finit par dire la même chose avec deux médiums différents. Cette dernière fonction, pour moi, est peut-être la plus essentielle. On est à un moment où on commence à comprendre que les vieillesses sont un sujet, à un moment où certains problèmes ont déjà été mis en lumière par les travaux des chercheurs et des journalistes. Et le défi, en tout cas je pense, pour les disciplines artistiques, en lien et en dialogue avec les disciplines que vous représentez ici, c'est d'ouvrir les imaginaires et d'inventer des récits, d'autres images et d'autres manières de regarder. Je vous donne juste un dernier exemple qui est dans King Lear Syndrome, dont j'ai déjà parlé. Vous avez donc ce père qui se prend pour le roi Lear, ce vieux père. Et au début, tout le monde le traite de dingue, essaye de le ramener à la raison, veut en quelque sorte régler le problème. Et puis, peu à peu, ses filles d'abord, puis les soignants et les soignantes, acceptent de rentrer dans son univers, ce qui va permettre de reprendre contact avec lui et de continuer à être ensemble pendant un moment. Donc on va voir par exemple les filles du roi Lear commencer à s'amuser avec un ventilateur qui traîne au milieu de la scène commune pour recréer la tempête qui est au cœur de la pièce de Shakespeare. Et on a également les soignants qui, petit à petit, vont modifier leurs diagnostics, qui vont devenir des diagnostics littéraires. Donc ce vieux père, par exemple, ne va plus souffrir de la maladie à corps de Lewy, qui était le diagnostic initial, mais du King Lear Syndrome, KLS, qui affecte, nous dit-on dans la pièce, des vieux particulièrement mégalomanes, avec un complexe de persécution. Mais est aussi évoqué par le médecin, que vous voyez ici, l'ATS, l'Anton Tchekhov Syndrome, qui désigne la condition de vieux qui errent de fauteuil en fauteuil en évoquant avec nostalgie des souvenirs d'antan. Donc on voit dans cet exemple des soignants qui acceptent peu à peu de se défaire de leur autorité pour entendre ce que les vieux, dont la vieillesse permet encore de nouvelles découvertes, ont à dire de ce nouveau et de cet ultime rapport au monde. Voilà, peut-être, je peux développer sur les choses que j'ai à peine effleurées, si vous avez des questions. C'était passionnant. Donc, je pense que la Covid aussi nous a aussi beaucoup marqué dans notre milieu, puisque ça a été un moment où, notamment dans les médias, on évoquait la personne âgée que sous l'angle de la vulnérabilité, du fragile qu'il fallait absolument protéger, même contre lui-même, qu'il fallait même enfermer pour le protéger. Le théâtre en était le reflet. Néanmoins, sur les derniers exemples, à partir de 2024, on voit qu'il y a peut-être un tournant où finalement le
les personnes âgées elles-mêmes expriment aussi leur désir d'être encore dans la vie, d'avoir encore une vie notamment pulsionnelle, et puis oblige le regard de la société à se porter sur eux, et ils se lèvent, puisqu'il y a ce moment que tu as rapporté qui est très joli. Est-ce que toi, tu es pleine d'espoir quant à la possibilité que notre société, notamment via l'aide des médias, puisse un peu évoluer quant au regard porté sur les personnes âgées? Quel est ton diagnostic, entre guillemets, à toi? Alors, moi, je suis en train de préparer un épisode de podcast à l'intérieur de mes recherches intitulé « Puissance du corps vieux ». Donc, moi, je suis pleine d'espoir. Mais la difficulté, en tout cas, à laquelle je me confronte et qui fait partie de la discussion, je pense, c'est de ne pas idéaliser un corps qui, on l'a dit, ou un âge qui, certes, n'est pas que du côté de la maladie, mais les favorise. C'était la formule du professeur tout à l'heure. C'est-à-dire de trouver quelle est la puissance spécifique, les puissances auxquelles on n'aurait pas encore pensé. Et c'est là que la question de l'élaboration imaginative est extrêmement importante. C'est-à-dire pas essayer à tout prix de faire à des corps qui ne peuvent plus le faire des activités, des gestes, ou même des prouesses d'ordre mnémonique, mais trouver ce que les vieux ont à nous dire de spécifique. J'en donne un exemple parce que c'est peut-être pas très concret quand je le raconte comme ça, mais je suis en train de travailler sur la question de la lenteur, par exemple, très important pour la danse. La danse s'est beaucoup intéressée à la question du grand âge. Et ça, par exemple, la lenteur, pour les comédiens et les danseurs, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à atteindre. Il faut attendre très longtemps pour être capable d'être lent. Ou l'autre chose qui m'intéresse, c'est la question de la concision. C'est-à-dire arriver à dire en quelques mots. Et ça, on a beau savoir que des personnes plus âgées y arrivent beaucoup mieux que nous. Là, je parle en tant que personne plus jeune. Et bien, on n'arrive quand même pas. Donc, c'est tout ça qui m'intéresse. Et je pense que plus on arrivera à faire voir, plus la société le verra. Enfin, avez-vous des questions? Oui, bonjour. Merci pour cette analyse que je juge assez brillante. Mais j'ose dire quand même, ça fait 20 ans que je travaille dans ce secteur-là, c'est quand même assez misérabiliste, hein, je vous le dis honnêtement, les images sont assez terribles. J'ose dire, alors, je comprends ce qu'ils veulent dire, le message qu'ils veulent passer, mais nous, on se bat depuis des décennies pour justement que ce secteur ne soit pas que perçu comme ça. Et c'est parfois un peu compliqué à entendre et à voir. Je le dis honnêtement, je le dis personnellement. Et justement, est-ce que le théâtre contemporain est capable aussi de donner, c'est ce que disait un petit peu tout à l'heure Isabelle, une image un peu plus souriante de la vieillesse pour nous aider, voilà. Et avec un peu plus d'espoir. C'est une question que je me pose parce que quand on voit les images crues des corps de personnes âgées, c'est normal, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais ça participe quand même d'une espèce de discours ambiant. Voilà. Et peut-être aussi, mon voisin me le disait fort justement, c'est peut-être l'état d'esprit actuel, hein, une forme de... Ouais. Voilà, quelque chose une société fatiguée, voilà, tout simplement. Est-ce que je réponds ou je... Ouais. Oui, absolument, c'est pour ça. Alors évidemment, j'ai été obligée d'aller extrêmement vite, mais c'est pour ça que je disais qu'il y avait vraiment des questions qui étaient d'ordre à la fois éthique et esthétique, c'est-à-dire que le théâtre, en fait, c'est comme s'il y avait eu comme si la sidération qui nous avait pris au moment du Covid se retrouvait dans un certain théâtre qui, en plus, nourri au documentaire, a pendant plusieurs années reproduit toujours cette image que vous évoquez, de l'EHPAD, de la vieillesse comme maladie, du corps, de la déchéance du corps, etc. Et qu'on n'avait pas réussi pendant plusieurs années à sortir de cette représentation. Et on l'a vu vraiment, c'est-à-dire que les scènes ont été saturées de toujours les mêmes images. Et ça a été un vrai problème. Et donc, ça, c'est d'abord esthétique, c'est-à-dire que tout à coup, on voit les mêmes images partout. Avec, vous voyez peut-être dans les images de l'EHPAD, même dans les couleurs, il y a un travail sur les couleurs. Enfin voilà, on a été, moi qui travaillais là-dessus et qui était tout le temps au théâtre, c'était assez frappant. Et puis là,
ce que j'ai touché, mais vraiment en 2 mots, parce que j'avais trop d'exemples aussi peut-être, c'est voilà, les couleurs un peu délavées de l'EHPAD. C'est que là, mais c'est tout récent, c'est 2024, de 2025, donc c'est vraiment un nouveau phénomène qui est ces nouvelles... on va chercher ailleurs. Alors, il y a l'exemple du spectacle sur la sexualité des vieux qui est très drôle, qui travaille sur... vraiment, je vous disais, sur le chant, la danse, la comédie. Même si, moi, il me pose question parce que, en fait, il y a un regard presque amusé. Au lieu de prendre très, très au sérieux ce que c'est que la sexualité des vieux, on le déplace un tout petit peu, mais bon, ça, c'est un détail. Et puis, il y a ces spectacles qui travaillent à la résurrection. Là aussi, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais à la résurrection des corps vieux. Et qui travaille aussi sur autre chose qui est, disons, l'autorité de celui qui s'apprête à mourir, c'est-à-dire qui retravaille la sagesse des récits de vie. Mais c'est vraiment là, c'est comme si... Et puis, il faudrait réfléchir aussi à qui fait des spectacles en ce moment. Là, c'est intéressant parce qu'à mon avis, la dernière dont je vous ai parlé, qui est celle qui travaille le plus la puissance de la vieillesse, c'est aussi elle a 60 ans. Donc, elle vient de voir ses parents mourir et tout à coup, elle travaille à présenter autrement la vieillesse. Donc ça arrive, mais tout doucement. Pardon, merci beaucoup pour cette très intéressante conférence. Est-ce qu'il n'y a pas simplement une surexposition des EHPAD, au sens où, au moment du Covid, justement, tous les vieux étaient soi-disant en EHPAD, alors que l'âge d'entrée moyen en EHPAD, c'est 82 ans, et l'âge de sortie, c'est 85 à peu près, enfin, pour les gens, et ça ne concerne qu'une partie du vieillissement. Donc c'est regard sur les vieillesses en EHPAD plutôt que regard sur les vieillesses. Et je pense qu'il y a là une distorsion de la réalité de l'évolution, même si les EHPAD sont un moyen de mettre en évidence les extrêmes, mais je pense que ça ne représente pas, en tout cas, et ce n'est pas le but du théâtre d'ailleurs, de représenter une évolution qui soit plus différente ou plus normée. Oui, et pour compléter ma réponse, vous avez prononcé un terme très juste qui est extrême. Le théâtre fait du spectacle. Et donc, le théâtre est d'abord allé chercher du côté du spectaculaire. Et le spectaculaire, ça a d'abord été Alzheimer, qui a été beaucoup traité, et la déchéance physique. Et c'est simplement maintenant que les créateurs et les créatrices, certains, pas tous, essayent de détourner la question du spectaculaire, en fait.